C'est parti pour la première session ordinaire de l'année 2025 de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication RAC. Les travaux ont été ouverts ce jeudi par le président de l'institution, Édouard Loko. En présence de tous les conseillers, il fait mention d'une cinquantaine de dossiers inscrits pour le compte de cette session, avec, entre autres, l'attribution de fréquences, la régulation des médias en ligne et la question très attendue de l'aide de l'État à la presse privée. Nous ne parlons pas en l'air à la RAC. Si nous parlons de l'aide de l'État, c'est que vous avez attendu déjà 8 ans, voire 9 ans, patienter encore quelques semaines ou quelques mois. Ça va se faire. Le principe est acquis. Vous savez, ça fait quand même 8 à 9 ans d'arriéré. Il faut qu'on s'entende sur quand même combien nous pourrons accepter. Mais nous accepterons tout. Mais le principe est acquis. Je tiens quand même à vous le dire parce que c'est tout aussi important pour vous que pour nous, parce que cette aide nous permet d'interagir, vous permet également de vous occuper de vos membres côté formation et nous aussi de régler d'autres problèmes de la profession. C'est pour ça que j'ai tenu à commencer par cet aspect et aussi dire à tous les responsables de presse qui ne sont pas encore à jour. C'est vrai que la loi, ça fait 10 ans. La loi qui oblige les responsables à informer la RAC ou avoir une convention avec la RAC avant de commencer à publier sur Internet quoi que ce soit. La loi a 10 ans. Donc, nous n'avons pas d'excuses, mais néanmoins, nous savons que la RAC aussi a fait preuve de lenteur. C'est pour ça qu'au cours de cette session, nous allons donner la possibilité à ceux qui voudront être à jour de l'être. Il y a des conventions qui sont également déjà arrivées à terme. Pour ceux qui seront à jour, nous allons renouveler ces conventions. Ceux qui seront à jour et en rempliraient les conditions. Enfin, il y aura également des fréquences. Nous avons des fréquences que nous avons repris à des opérateurs ou bien des fréquences qui étaient mal attribuées. Nous allons aussi, au cours de cette session, en discuter et réattribuer des fréquences. À l'en croire, le président Loko serait victime d'une intoxication médiatique. Les conseillers se pencheront également sur ce sujet qu'ils qualifient d'acte de manœuvre de déstabilisation. J'ai été bien surpris au lendemain de notre décision sur quelques médias qui n'étaient pas à jour, de voir sur les réseaux sociaux et même un web TV dire que le président de la RAC exige un deuxième véhicule et qu'il en fait une condition sine qua non. Nous allons gentiment inviter l'auteur. Puisque le secrétaire général, puisque moi, je me suis dit que peut-être que nous exigeons des choses sans le savoir. J'ai demandé au secrétaire général de lui écrire pour lui demander vraiment si nous exigeons, nous faisons condition sine qua non. C'était comme si la RAC était seule à exiger enfant capricieux. Le secrétaire général a écrit 3 fois à notre partenaire là, qui se permet même de publier sur des adresses qu'il n'a pas obtenues. Et 3 fois, il s'est permis de payer notre gueule, permettez-moi de parler aussi vulgairement. Nous allons l'inviter publiquement. Nous allons lui demander de se passer. Ce n'est pas parce qu'il s'agit de la RAC, c'est une manœuvre de déstabilisation, de discrédit. Nous allons nous expliquer dessus, vite. Il saisit l'occasion pour inviter une fois encore les hommes des médias à faire preuve de beaucoup de professionnalisme dans l'exercice de leurs fonctions. Ceci pour une presse béninoise plus rayonnante. Il faut le dire et le redire, c'est l'un de ces moments historiques forts pour le Bénin. Comme je vous le disais, personne ne savait si ça allait réussir ou pas. Tellement il y avait d'incertitudes. Mais pas à pas, les choses se mettent en place et on a compris qu'on ne devrait plus reculer. Il fallait nécessairement que la conférence permette d'aboutir à ce que nous appelons le renouveau démocratique. Donc, c'était pas facile, ils ont échangé entre eux. Les gens se disaient, est-ce que ce ne sont pas ces moments de défoulement qu'on organise et qu'après, on met fin aux tractations sans qu'on ait abouti à quelque chose de sérieux.
Beaucoup de délégués pensaient cela. Le PAPB va nous réunir, on va organiser des choses, et puis rien ne tiendra. On va mettre fin à tout ça. Non, les délégués ont dit, net, il faut qu'on continue et qu'on aboutisse. C'est pourquoi, tout de suite, ils ont compris qu'il fallait proclamer la souveraineté de la conférence et la force exécutoire de ces décisions. Ça a été un événement important dans l'événement que constitue la conférence nationale. C'est vrai, les cassis du PAPB, toute la marmaille structurelle du PAPB n'en voulait pas. Et au moment où les délégués se levaient et chantaient l'hymne national, tous les éléments du PAPB étaient restés assis, impassibles, et ils se disaient non. Parce qu'ils voyaient déjà qu'en proclamant la souveraineté de la conférence, la force exécutoire de ces décisions, c'est que désormais les choses sont claires. Ça veut dire que ni les délégués, ni le PAPB ne peuvent dire autre chose que d'accepter, puisque c'est la souveraineté des délégués. Et les délégués représentaient le peuple béninois. Donc le président Kérékou, il faut saluer sa mémoire. Il a compris. Et il a dit des phrases intéressantes. Il appelle le peuple béninois témoin pour que toutes les conclusions issues des travaux de la conférence soient respectées dans l'ordre et la discipline. Il aime bien cette phrase. Et il a encore ajouté quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas du défaitisme, ce n'est pas de la capitulation, mais c'est une affaire de responsabilité nationale. Il était le patron, il était le chef de l'État. Si ça échouait, mais c'est grave. Pour lui-même, son avenir. Il le savait. C'est pourquoi il a pris ses dispositions. Et avec le discours de clôture, nous sommes entrés dans l'ère du renouveau démocratique, qui dure depuis 35 ans. C'est pas mal. Et la démocratie et le développement, ça se suit. L'un ne peut jamais aller sans l'autre. Et il faut travailler pour le pays. Et moi, je le dis, je constate. Le président Talon travaille pour le Bénin, avec son gouvernement. Moi, je sors. Moi, je ne suis pas un journaliste de bureau. Moi, je sors pour aller voir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Tout le pays est en chantier. Allez dans toutes nos régions, vous allez voir. On travaille tous les jours, au quotidien. Ça, c'est pour le progrès, le développement de notre pays. Donc, la démocratie, oui. Le renouveau démocratique, oui. Mais le développement des infrastructures, de l'école, de l'agriculture, des affaires sociales, oui. Il faut penser aux plus démunis. Il faut que l'école amène l'enfant à apprendre un métier et à s'en sortir demain pour éviter le chômage. Il ne faut pas toujours se greffer sur l'État. La fonction publique, non. Il faut développer le libéralisme économique. Il faut ouvrir tous les chantiers à ceux qui veulent développer le pays. Le secteur privé, c'est important. Kaya, le Bénin évolue. Aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui me rappelle l'anniversaire de la conférence des forces vives de la nation. Ça s'est passé du 19 au 28 février 1990. La journée d'aujourd'hui me rappelle l'anniversaire de la conférence des forces vives de la nation. Cette histoire-là, les Béninois comme moi là, ne peuvent jamais l'oublier. Vous comprenez? C'est pourquoi même chaque année, il y a toujours des voix qui se lèvent pour en parler. Vous comprenez? Maintenant, moi je crois, qu'est-ce qui a amené nos aïeux, je dirais, à organiser ces assises? C'est parce qu'il y avait crise de conscience. Le pays ne marchait pas. Le pays ne marchait pas du tout. Malgré tout, le pays ne marchait pas. Et le général Baté aussi a compris. Il a dit, comme ça là, il faut qu'on aille aux assises. Vous comprenez? Et le jour-là même, dans la salle, il s'est comporté comme un simple citoyen béninois. Il peut même tirer sur les gens. Mais il a dit, bas la terre. Vous comprenez? Ils ont échangé pendant des jours, je crois. Et ils ont même trouvé une issue. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui. Vous comprenez? Et ça doit être pour nous là une continuité. La conférence nationale a eu lieu comment? La conférence nationale a eu lieu
sous le général Mathieu Kérékou, qui à un moment donné de la vie, politique d'État avait le dos au mur parce que les finances étaient problème. Et parce que les finances étaient problème, il y avait une agitation au sein de ce pays qu'il dirigeait dans le temps. Et 1 minute de silence. J'avais oublié, sinon c'était au départ, j'allais demander 1 minute de silence en mémoire de Mathieu Kérékou, de Monseigneur de Souza et de tous mes frères PCD à l'époque qui étaient morts, soit en prison, soit sous les balles du régime militaro-marxiste. À la conférence, mais je salue aujourd'hui Robert Dossou, il est encore vivant. C'est lui qui a accepté rentrer dans le gouvernement révolutionnaire à l'époque, en 88, je crois, ou bien 89. Et c'est lui qui a initié la conférence nationale. Kérékou a tout accepté. Et ça a commencé. Mais, malgré ça, le peuple n'était pas d'accord. Et le PCD a réussi à soulever tout le peuple béninois. Principalement la population de Cotonou. Je dirais les populations de Cotonou, de Porte-Novo, d'Abomey. Il y avait une marche. Le président Mathieu Kérékou, paix à son âme, était à la place Lénine. J'y étais. J'étais témoin. La première des choses, c'est le courage, l'ambition et le courage de ces participants, des participants de cette conférence d'alors. S'ils n'étaient pas courageux, la conférence n'allait pas aboutir. Parce qu'il est venu un moment où certains ont pris peur. Surtout quand le feu Kouandoté avait pris la parole, certains ont pris peur. Mais le général est venu les rassurer que la conférence est souveraine. Et ils ont entonné l'hymne national avec les larmes. Et c'est là où Monseigneur de Souza, paix à son âme, a revu le système d'assises, a revu même ceux qui vont même faire la rédaction. Parce que les gens étaient prêts pour faire échouer cette conférence. On doit lui donner ses droits, le respecter. Et non se dire qu'on est fort, on est puissant pour écraser les gens. Les fonctionnaires doivent savoir ce qu'ils ont à faire. Est-ce que vous voyez? Même si vous êtes contre la personne, si la personne mérite quelque chose, donnez-lui ça. Un enfant de 40 ans, 42 ans, 43 ans ne peut pas parler de la conférence nationale parce qu'il ne connaît rien de ça. Il ne connaît pas. Et il n'a jamais entendu parler à côté de lui d'un acteur ou de quelqu'un qui a connu la conférence en son temps. D'où je déplore les enseignants de tous bords d'aujourd'hui qui ne comprennent pas ce que la conférence nationale avait dit, il ne peut pas l'enseigner. Chers frères en islam, avant toute autre chose, il faut savoir que nous sommes dans l'approche du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est proche. Et c'est un mois béni où tous les musulmans se préparent pour la rencontrer. C'est un mois où les musulmans jeûnent. C'est un mois où les musulmans se repentissent. C'est un mois où les musulmans multiplient les adorations, multiplient leurs œuvres à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères en islam, le mois de Ramadan, nous devons
préparer ce mois-là avant de la rencontrer. La première étape pour préparer ce mois, c'est l'intention. L'intention, Al-Qost. Si tu veux faire quelque chose, tu dois entamer une œuvre, tu dois avoir une intention de le faire. Et cette intention-là, cette fois-ci, c'est une intention divine. Tu dois avoir l'intention de rencontrer le mois de Ramadan. Que tu veux jeûner pendant ce mois, que tu veux le faire pour la cause d'Allah et non pour qu'on puisse te dire que celui-là est un jeûneur. L'intention, c'est capitale, c'est primordial pour préparer le mois de Ramadan. Le second étape que nous demandons de faire, c'est que nous devons avoir la crainte d'Allah. Nous devons avoir la crainte d'Allah, comme je l'ai dit précédemment, que la crainte d'Allah, c'est là où réside toute notre vie. La crainte d'Allah, si nous n'avons pas la crainte d'Allah, nous ne pouvons pas gagner la vie. Si nous n'avons pas la crainte d'Allah, nous ne pouvons pas jeûner. Parce que le jeûne, c'est pas donné à tout le monde. Celui qui veut jeûner, il doit jeûner pour Allah. On ne jeûne pas pour quelqu'un. On ne jeûne pas pour un idole. On jeûne pour Allah. Et si nous n'avons pas la crainte d'Allah, nous ne pouvons pas suivre les injonctions de jeûne. Celui qui jeûne ne doit pas dire de n'importe quoi. Celui qui jeûne ne doit pas écouter de n'importe quoi. Celui qui jeûne doit respecter la loi pour les jeûneurs. Et pour respecter toutes ces lois-là, il faut avoir la crainte d'Allah. Si on n'a pas la crainte d'Allah, on ne peut pas suivre les injonctions de jeûne. Le jeûneur ne doit pas regarder les femmes d'autrui. Le jeûneur ne doit pas discuter de n'importe comment. Le jeûneur ne doit pas forniquer pendant le jeûne. Le jeûneur doit s'abstenir de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc, si tu n'as pas la crainte d'Allah, est-ce que tu pourras le faire? Parmi les préparatifs du mois de Ramadan, je l'ai déjà dit, la rancune là, c'est important. Il faut qu'on cherche, qu'on se réconcilie avant de rentrer dans le mois de Ramadan. Nous devons aussi avoir l'esprit de partage, l'esprit de partage, l'amour de notre famille, pour préparer le mois de Ramadan. À Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, les entreprises luttent pour survivre depuis la prise du contrôle des rebelles du M23. Les rues autrefois animées sont à présent désertes, les transactions financières sont devenues presque impossibles et la population est privée de ses moyens de subsistance. Nous souffrons beaucoup et nos familles sont également victimes du manque de circulation de l'argent entre les gens. Les banques ne fonctionnent pas et maintenant nous nous rendons compte que les armes tuent les gens mais que la faim nous tuera aussi. La capitale du Nord Kivu traverse une crise économique et financière sans précédent depuis que le groupe armé M23 s'est emparé de la ville le mois dernier. La fermeture des banques et des coopératives, conséquence directe de l'insécurité qui règne dans la ville, paralyse les transactions monétaires et fragilise la vie quotidienne de ces 2 millions d'habitants. Nous travaillons, mais l'argent n'est pas visible sur le terrain. En tant que cambistes, nous travaillons souvent avec les banques. Malheureusement, elles sont fermées suite aux problèmes qui se sont posés. Nous essayons, mais la situation n'est pas bonne. Dans la ville de Goma, même les employés du gouvernement local et des entreprises n'ont pas encore reçu leur salaire depuis que la ville est sous le contrôle des rebelles.
Cette situation fait craindre aux analystes l'effondrement du système économique de la ville, où la situation humanitaire est déjà alarmante selon les Nations Unies. Si les clients n'ont plus confiance aux banques ou aux IMF, les IMF se retrouveront en difficulté par rapport même aux banques. Pourquoi? Parce que les banques ont d'autres représentations ailleurs, mais il y a des IMF qui ne sont pas représentés ailleurs, qui ne sont qu'à Goma. Mercredi 12 février, le gouverneur du Nord Kivu, nommé par l'alliance du M23, a rencontré à Goma les responsables des institutions bancaires, mais aucune solution n'a encore été trouvée. Après l'attaque qui a visé un rassemblement du M23 à Bukavu, Corneille Nangaa, chef de l'Alliance du fleuve Congo, a livré un premier bilan en conférence de presse. L'explosion a fait au moins 11 morts et 65 blessés, dont 6 dans un état critique. L'auteur présumé de l'attaque figure parmi les victimes. Je voudrais vous donner ici le premier bilan que nous avons. C'est que l'attaque a causé 11 morts, dont une femme. Et les vérifications sont à court. L'auteur de l'attaque lui-même ferait partie de ces morts. Il y a 65 blessés, dont 6 graves. Corneille Nangaa accuse le président Félix Tshisekedi de privilégier l'option militaire plutôt que le dialogue avec les groupes armés. Nous avons toujours émis le vœu de voir une solution politique à la crise multiforme du Congo. Et nous constatons malheureusement qu'il tient à la guerre. Les rebelles du M23, soutenus par environ 4000 soldats rwandais selon l'ONU, ont pris le contrôle de plusieurs villes stratégiques dans l'est de la RDC. Scène d'émotion en Cisjordanie. Israël a libéré 600 prisonniers palestiniens dans la nuit. La plupart avaient été arrêtés après le 7 octobre et détenus sans inculpation. À Khan Younis, dans le sud de Gaza, certains se sont agenouillés en descendant des bus, submergés par l'émotion. À Béthunia, des dizaines d'autres ont retrouvé leurs proches sous les acclamations. Mais un détail a marqué leur libération, tous portaient des chemises de l'administration pénitentiaire israélienne, floquées d'un message en arabe sur la poursuite des ennemis. En signe de protestation, certains prisonniers les ont jetés au sol ou brûlés. Israël avait retardé cette libération, dénonçant les mises en scène du Hamas qui avait exhibé les otages devant les caméras lors des échanges précédents. Cette fois, la remise des prisonniers a eu lieu sans mise en scène et la Croix-Rouge a récupéré 4 corps d'otages israéliens sans cérémonie publique. Le Vatican a déclaré dans sa note matinale de jeudi que le pape François avait bien dormi la nuit dernière et qu'il se reposait. Atteint d'une double pneumonie, le souverain pontife avait repris le travail la veille après avoir reçu l'Eucharistie dans la matinée. Le Vatican avait fait part d'une légère amélioration de son état de santé. Les médecins avaient toutefois indiqué que son pronostic restait réservé. Un scanner thoracique réalisé mardi soir a montré l'évolution normale d'une infection en cours de traitement. Les analyses de sang ont-elles confirmé une amélioration selon la mise à jour tardive du Vatican. La légère insuffisance rénale détectée il y a quelques jours s'est résorbée et le pape François continue à recevoir une physiothérapie respiratoire. Âgé de 88 ans, le pape François est suivi pour des crises asthmatiques. Actuellement hospitalisé depuis le 14 février, il a souffert d'une crise respiratoire liée à son infection pulmonaire polymicrobienne survenue le 22 février. Il souffre actuellement d'une anémie. L'hospitalisation du pape François pourrait se poursuivre encore plusieurs semaines.